La prise en charge de l'ECMO véno-artériel. Alors on commence par ma diapositive de potentiel conflit d'intérêts. Donc on a un monsieur de 56 ans qui est amené par le SAMU pour douleur thoracique évoluant depuis 12 heures et une détresse respiratoire aiguë assez brutale. Il n'a pas d'antécédent majeur hormis une hypertension. Il arrive quand il est pris en charge par le SAMU, il est d'emblée hypotendu avec des crépitants bilatéraux, une fréquence respiratoire à 40 par minute, saturation à 83% en air ambiant. Le CG qui est réalisé par le SAMU au domicile retrouve un sus-décalage antérieur de V1 à V4 avec un miroir en inférieur. Il débute de la VNI, le SAMU débute de la VNI devant cette OAP probable et démarre le traitement d'un sus-ST avec aspégique, Brilique, Clovenox et d'emblée le SAMU introduit un peu de dobutamine. Le malade est transféré rapidement en coronarographie, comme il se doit, sous dobutamine 10 gamma km, toujours sous VNI, et vous êtes appelé à ce moment-là pour prendre le relais du SAMU. La fréquence cardiaque de ce malade à l'arrivée en coronarographie est à 140 par minute, sous 10 gamma de dobutamine. La pression artérielle, vous voyez qu'on a une pression artérielle pulsée pincée, avec 90 de systolique, 60 de diastolique. Une écho que vous faites très rapidement en salle de coro, vous retrouvez une FEVG à 15%, une ITV à 8 cm. Et le coronarographiste décide de démarrer la procédure, sans trop vous demander votre avis, mais ça continue en fait, et la procédure est rapidement démarrée. En procédure, le patient fait un arrêt cardiaque sur une TV qui va dégénérer en FV. Il y a une reprise de rythme sinusal après une RCP d'une quinzaine de minutes, de la cordarone, plusieurs chocs électriques externes, et le malade va être intubé à cette occasion et va recevoir quelques bolus d'adrénaline. Donc, après tout ça, la coronarographie a été faite. Elle a retrouvé une occlusion aiguë de l'IVA proximale, de la circonflexe et une CD occluse, donc un malade qui est globalement tritronculaire, avec une lésion aiguë sur l'IVA qui va être stenté par 2 stents. L'échographie que vous refaites rapidement ne montre pas de dilatation VG. Vous avez toujours une FEVG qui est relativement effondrée, à 10%, avec une large akinésie antéro-septo-apicale sur cet infarctus finalement revascularisé tardivement chez un malade qui est par ailleurs tritronculaire. Et vous avez une ITV sous-aortique à 5 cm, sous 3 mg d'adrénaline, en post-ressuscitation. Il n'y a pas d'épanchement péricardique et la fonction systolique VD est globalement assez mauvaise. Vous transférez rapidement votre malade dans votre service, qui est au même étage. Vous faites des gaz du sang en FiO2 80%, vous avez un pH à 7,10, une PCO2 à 38, PO2 88 mm de mercure, des bicards à 16, le lactate est à 8 mmol par litre. Le premier bilan biologique retrouve une créatinine légèrement augmentée, 130 micromol par litre, ce qui n'est pas normal. Une cytolyse par contre qui est extrêmement marquée avec une cytolyse à plus de dizaines, un TP à 55%, et votre adrénaline est globalement à 3 mg/h en plateau, voire un peu à la hausse, avec une ITV sous-aortique quand vous arrivez dans le service qui est à 8 cm et la pression artérielle moyenne est à 65. La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Quelle va être notre stratégie de prise en charge? Quel va être notre degré d'urgence de prise en charge? Est-ce que vous avez une idée? Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat à ce stade. Si on résume, on a un infarctus vu tardivement chez un homme jeune en bon état général, avec un potentiel donc de récupération ou un potentiel d'emmener le malade vers une certaine stratégie. On est globalement aux limites du traitement médical, puisqu'on a des doses de catécholamine qui sont relativement importantes, avec un effet qui n'est pas excessivement notable, puisque le malade est toujours en choc cardiogénique. Je vous rappelle que la pression artérielle moyenne n'est pas un bon signe pour détecter si le malade est en état de choc. Il a des signes d'hypoperfusion périphérique, il a un bas débit cardiaque. Donc la solution paraît assez évidente, c'est de mettre en place une ECMO véno-artérielle. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous auraient mis un ballon de contre-pulsion. Ce qu'il faut, j'ai juste une diapo là-dessus, c'est vraiment vous rappeler qu'il n'y a plus de place pour le ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique. Ça a été bien démontré par un essai randomisé dans le choc cardiogénique qui avait comparé ballon versus pas de ballon. C'était l'essai IABP choc 2 qui a montré aucun effet sur la mortalité à court terme et à long terme. Donc ça a été dans les guidelines, c'est très bien redit, dans les dernières guidelines de 2016 de l'ESC, il n'y a pas d'indication à mettre un ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique, hormis peut-être lorsqu'il y a une complication de l'infarctus,
mais c'est vraiment des cas extrêmement marginaux. Donc pas de ballon, ça on est d'accord. Et par contre, on est clairement dans cette catégorie de Intermax, c'est-à-dire le choc cardiogénique Intermax 1, c'est-à-dire crash and burn. Le malade est en train de mourir globalement sous vos yeux si vous ne faites rien. Et ce qui se caractérise par une instabilité hémodynamique majeure, malgré l'ascension des catécholamines, malgré des inotropes mis en place rapidement. Et globalement, vous êtes à la limite de ce que vous pouvez faire avec votre traitement médical. Votre malade a déjà 140 de fréquence cardiaque par minute. Il ne s'agit pas d'augmenter encore plus la dobutamine ou l'adrénaline comme ce cas-là. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est une ECMO véno-artérielle. L'ECMO véno-artérielle va vous apporter un support cardiaque et pulmonaire. Votre malade est globalement assez hypoxémique, puisqu'il est ventilé en FiO2 80% sur un OAP probable. Et donc l'ECMO véno-artérielle vous apporte un support cardiaque et pulmonaire. Alors pourquoi on met une ECMO véno-artérielle dans ce cas-là ? Déjà parce que c'est la technique qui est la plus simple à mettre en place dans le contexte de l'urgence. C'est assez rapide d'implantation si vous avez des équipes qui ont l'habitude. Vous n'avez pas besoin de sternotomie, de cardiotomie, de choses très complexes. Ça se met en périphérie. Ça se met la plupart du temps sous anesthésie locale. Bon, là, dans ce cas-là, le patient est intubé, donc ce n'est pas trop notre problématique, mais ça se met facilement chez un malade qui est en ventilation spontanée. Et donc, c'est la configuration qui est la plus adaptée à l'urgence, au lit du malade. De plus, le développement des équipes mobiles a permis de donner accès à cette technique à l'ensemble des centres français, globalement, où on va avoir, finalement, ce n'est pas le malade qui va se déplacer vers le centre ECMO, puisque c'est quand même assez risqué de transférer ces patients avec un transport SAMU plus ou moins long. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amener l'ECMO au malade. Et donc, le malade peut être cannulé, quel que soit le centre où il est pris en charge. C'est-à-dire, même si dans votre centre, vous n'avez pas de programme d'ECMO, il ne peut pas y avoir un programme d'ECMO dans tous les centres, ça n'aurait aucun sens. L'équipe mobile il faut appeler l'équipe mobile pour qu'elle vienne très rapidement cannuler votre malade en réanimation si votre malade est en réa. Donc ça se fait vraiment au lit du patient en réa. Ça va vous donner très rapidement, en moins de 2 minutes, vous allez avoir un rythme d'ECMO, un débit d'ECMO qui va être stable. Et l'avantage, contrairement aux autres machines qui existent, aux autres assistances, c'est que vous avez donc une assistance cardio-pulmonaire. Donc vous avez un oxygénateur qui est mis dessus, et donc ce qui vous donne une petite soupape de sécurité en termes d'oxygénation, en particulier chez certains malades hypoxémiques. Et l'autre chose, contrairement à d'autres techniques qui existent, comme l'Impella par exemple, c'est que là vous avez une assistance qui va être biventriculaire. Donc que ce soit une déférence cardiaque gauche, droite, même si ça commence par du gauche et il y a un peu de sidération droite, avec l'ECMO véno-artérielle, vous avez une assistance biventriculaire, cardio-pulmonaire. Et puis le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est quand même le coût. Ça coûte quand même bien moins cher que d'autres techniques qui sont actuellement sur le marché, comme l'Impella par exemple, mais l'Impella par exemple, c'est une assistance uniquement gauche. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le côté technique, comment ça marche ? Vous avez donc une canule de drainage qui va être mis dans la veine fémorale, qu'on va remonter jusqu'à l'oreillette droite. Vous voyez ici, ça c'est la canule de drainage. Donc on va prélever du sang dans le secteur veineux au niveau de l'oreillette droite via une pompe et un oxygénateur. Ce sang va être réinjecté dans le réseau artériel via l'artère fémorale avec une canule qu'on va remonter globalement à la moitié de l'aorte descendante. Et on va donc avoir une assistance véno-artérielle. Et pour éviter l'ischémie de jambe du côté où on a mis en place cette canule artérielle, on va ajouter un système de reperfusion avec un petit cathéter de 7 French qui va se mettre dans la fémorale superficielle et qui va être clippé sur la canule artérielle afin de vasculariser le membre en aval. Alors pourquoi on met une ECMO ? L'ECMO, c'est dans l'état de choc cardiogénique, l'ECMO véno-artérielle. Vous avez un certain nombre de malades qui vont décéder de cet état de choc, avant même la mise en place de l'ECMO. Et parfois, il faut se dire que le malade est dépassé, qu'on est trop tard, la décision a été prise trop tard, et que ça va obligatoirement aller vers le décès, auquel cas, il ne faut pas mettre d'ECMO dans ce cas-là. L'ECMO, ça va nous amener surtout de la stabilisation. Ça va nous faire gagner du temps, finalement. Ça ne va pas traiter forcément le patient, puisqu'on va pas, il faut jouer sur l'origine de l'état de choc cardiogénique.
L'ECMO, c'est uniquement un support qui vous fait gagner du temps pour emmener le malade vers une de ces 3 stratégies, qui va être soit la récupération, soit la transplantation cardiaque. Et dans certains cas, quand le malade n'est pas éligible pour la transplantation pour divers facteurs, il peut être amené vers des assistances de plus longue durée. Donc ça nous fait gagner du temps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout normaliser les autres défaillances d'organes pour essayer de se retrouver in fine avec un malade qui est monodéfaillant cardiaque et potentiellement récupéré derrière. Et puis, si votre malade est un malade potentiellement éligible pour une transplantation, ça va vous laisser du temps pour faire son bilan pré-transplantation et de voir s'il n'y a pas de contre-indication formelle. Puis, vous avez un certain nombre de malades qui vont quand même décéder au cours de cette prise en charge, avec certains malades qui ont une ECMO et qu'on appelle ça des bridge to nowhere. On n'a rien à leur proposer puisqu'ils ne sont pas éligibles pour la transplantation, pas éligibles pour une assistance de longue durée et ils ne vont pas récupérer. Alors, historiquement, l'ECMO véno-artérielle dans le choc cardiogénique, c'était en post-cardiotomie, en post-myocardite, pour les myocardites fulminantes, après un infarctus, par exemple. Ça, c'était historiquement. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du développement de la technique, il y a apparu de nombreuses petites niches où l'ECMO peut avoir une indication. Je vous cite par exemple l'embolie pulmonaire, quand vous avez un malade qui va avoir une contre-indication formelle à la thrombolyse sur une embolie pulmonaire grave, ou un malade qui est en échec de thrombolyse, l'ECMO véno-artérielle a sa place pour essayer de sauver le patient dans ces situations critiques. De même, dans le choc septique, quand vous avez un choc septique avec une cardiomyopathie septique, donc une véritable atteinte du muscle cardiaque, ce qu'on voit dans certains chocs septiques de façon assez précoce pour certains malades, il peut y avoir une indication de mettre une ECMO véno-artérielle. De même, dans l'orage rythmique, désormais dans l'orage rythmique réfractaire au traitement médicamenteux, l'ECMO véno-artérielle peut être une solution. Donc, on a dépassé un petit peu le stade des grandes catégories, du post-cardiotomie, du post-infarctus, post-myocardite, et désormais, il y a quelques petites niches qui viennent s'ajouter devant l'amélioration de la technique. Alors, la question la plus difficile, quand on est au lit d'un malade, c'est de savoir finalement quand est-ce que je dois mettre une ECMO véno-artérielle ou quand est-ce que je dois me poser cette question. Et ça va être basé sur 2 choses, votre examen clinique et une échographie. L'examen clinique, vous allez chercher des signes d'hypoperfusion périphérique qui peuvent être parfois un peu frustres. Hein. Dans le choc cardiogénique, vous avez souvent des nausées, des douleurs abdominales, parfois un petit peu d'altération de la conscience, mais ce n'est pas tout le temps. Vous avez un malade qui est tachycarde, des troubles du rythme récurrents sous inotrope peuvent vous faire indiquer une ECMO véno-artérielle, en tout cas vous dire que vous êtes au maximum de votre traitement. D'autres défaillances d'organes, avec une défaillance hépatique, une défaillance rénale, hein, peuvent vous indiquer qu'il faut mettre une ECMO véno-artérielle. L'examen capital dans ce cas-là, c'est l'échographie. Hein, ça paraît inconcevable de penser à mettre une ECMO véno-artérielle si le malade n'a pas eu d'échographie. Ça doit confirmer le diagnostic et être sûr que le malade n'a pas une tamponnade, par exemple, ce qui serait complètement stupide de mettre une ECMO véno-artérielle pour une tamponnade, ce n'est pas le traitement. Donc déjà, confirmer le diagnostic, confirmer que c'est bien une atteinte propre du cœur, voir si c'est une atteinte VG et ou VD, trouver l'étiologie et surtout déterminer un débit cardiaque. Et ce débit cardiaque, on va le déterminer avec l'ITV sous-aortique. Et on dit généralement, quand vous avez une dysfonction VG à moins de 20%, des signes de bas débit cardiaque, une ITV à moins de 8, malgré des inotropes, vous êtes dans cette grande indication de l'ECMO véno-artérielle. Ce qu'il faut, c'est pas hésiter à passer un coup de fil à votre centre de référence. Vaut mieux un coup de fil en amont qu'un coup de fil trop tard. Vaut mieux qu'on vous dise c'est pas encore le moment, essayez d'augmenter un petit peu les inotropes ou de tenir avec un traitement médical. Et surtout, l'expérience fait beaucoup probablement dans ces indications. Ce qu'on ne veut pas, c'est arriver dans ces cas-là, c'est mettre une ECMO sous massage, ou alors là, vous voyez que le pronostic, il est effroyable. On a changé totalement de catégorie. L'odds ratio est à 20, quand vous regardez les facteurs indépendants associés à la mortalité. Et donc, on ne veut pas arriver à ça. Et ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir trop de défaillances d'organes, puisqu'on sait que chaque défaillance d'organes va contribuer à augmenter la mortalité et donc avoir un pronostic péjoratif pour nos patients. Donc, le message, c'est pas trop tard. Un coup de fil au centre de référence, ça fait jamais de mal.
et essayer de rapidement, finalement, reconnaître l'état de choc cardiogénique et rapidement se poser la question, est-ce qu'on va aller à une ECMO VA pour ce malade? Est-ce que déjà ce malade était éligible ou pas? Alors, il y a des scores qui existent dans la littérature, qu'il faut prendre toujours avec des pincettes. Hein, ce n'est pas une formule magique, hein, ce n'est pas la boule de Pandore qui vous dit oui ou non, on met une ECMO, mais ça peut être une aide à la décision pour déterminer si votre malade est un bon candidat ou un mauvais candidat à l'ECMO VA, et donc avec une série d'items pré-ECMO que vous avez facilement à votre examen clinique, donc en fonction de l'âge, de l'étiologie de l'état de choc, du poids du malade, est-ce qu'il y a d'autres défaillances d'organes, et quelle est l'atteinte cardiaque, le degré de l'atteinte cardiaque. Vous pouvez avoir donc une mortalité prédite, ce qui est appelé le SAFE score, et qui, en fonction de ça, vous donne une survie ou une mortalité prédite pour votre patient, et donc vous pouvez déterminer si votre malade est un très bon candidat ou au contraire on est complètement dans la futilité puisque le pronostic est très très sombre, même si vous avez mis en place une ECMO, avec auquel cas il faut probablement s'abstenir. Alors, on a notre patient choc cardiogénique sur un infarctus revascularisé tardivement. Il faut avoir un peu un ordre d'idée quelle va être la mortalité attendue de ce malade. Est-ce que vous avez une idée d'un malade sous ECMO véno-artérielle pour un infarctus, un malade plutôt jeune, en bon état général, 56 ans, sans antécédents, et donc quel va être le pronostic de ce malade? Est-ce que vous avez un ordre d'idée déjà, rien que dans la communication aux équipes, à la famille, il faut savoir un petit peu où on va. Est-ce que c'est très très bon pronostic? Est-ce qu'on va être très très optimiste, très rassurant vis-à-vis de la famille, ou au contraire, il faut émettre quelques réserves? Donc, est-ce que vous avez une idée? Qui dit qu'il y a 80% de survie dans ce cas-là? 70, 60. 60% de survie, 50%, 40%, 50%. Bon, effectivement, vous êtes au bon chiffre. C'est 50% de survie sous ECMO VA dans le cas d'un choc cardiogénique. Alors, là, le pronostic va dépendre évidemment du malade, comme toute maladie, comme tout en réanimation, mais va surtout dépendre de l'étiologie du choc cardiogénique. Hein, le choc cardiogénique dans l'infarctus, qui est la première cause d'ECMO véno-artérielle médicale, la mortalité, elle reste quand même très importante. Il y a 50% des malades, vous voyez, sur cette grosse série de 140 malades sous ECMO VA, vous avez 35% des malades qui vont être switchés vers autre chose que de la récupération, c'est-à-dire des 13% des malades qui vont être bridgés vers une assistance de longue durée, 9% qui vont avoir une transplantation cardiaque, 13% qui vont avoir une ECMO centrale. Donc ça, c'est encore un autre système pour essayer de tenir. Il y a quand même 30% des malades qui vont mourir sous ECMO, alors avant même qu'on ne puisse proposer une solution. Et il y a 35% des malades qui vont être sevrés de l'ECMO avec une récupération. Et in fine, la survie en réanimation, elle est de 47%, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de malades qui vont décéder malgré une prise en charge optimale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme cannulation? On avait mis en place cette ECMO VA, vous êtes sûrs, et on est tous convaincus qu'il faut mettre une ECMO VA à ce malade. La question va être sur la cannulation. Qui fait une cannulation chirurgicale? Qui fait une cannulation percutanée? Et quel site? Chirurgicale. Alors, c'est compliqué, nous, avec les lumières. Mais... Il n'y a plus de... Chirurgicale, levez la main. Qui fait chirurgicale? Qui fait percutanée? Donc, il y a quand même plus de percutanée, hein, ce qui est bien, ce qui montre quand même que les pratiques évoluent. Et notre site de préférence qui fait de la fémoro-fémorale, fémoro-axillaire, fémoro-fémorale. Bon, une large majorité fait du fémoro-fémoral. Effectivement, il y a deux stratégies qui s'opposent. Soit vous faites une cannulation chirurgicale, c'est-à-dire que vous ouvrez, vous voyez votre veine, votre artère, et vous cannulez de visu, le chirurgien voit vraiment là où il cannule. Soit vous avez une approche percutanée avec une technique de Sedlinger et guidée par l'échographie. Voici donc les deux stratégies, avec une stratégie qui a désormais pris vraiment le pas sur l'autre. Hein. Historiquement, c'était chirurgical. Et maintenant, la plupart des centres se mettent à faire du percutané avec des très bons résultats. Et bien ça, c'est principalement grâce à l'échographie qui a quand même amélioré les techniques de pose, qui fait qu'on n'est plus à l'aveugle, on voit un peu ce qu'on fait.
Et donc, on va mettre des canules. On n'a pas besoin de mettre des grosses canules, hein, finalement, pour la véno-artérielle. La canule de réinjection, enfin la canule artérielle, elle est de 15 à 17 French. La canule d'admission, elle doit être de 23 French. On n'a pas besoin de gros débits en ECMO véno-artérielle. C'est pas comme dans l'ECMO VV. Et clairement, le percutané a changé la donne sur ces malades, a changé le pronostic de ces patients, avec une étude d'un assez gros volume qui avait montré, quand on comparait avec un propensity score, quand on matchait deux populations, une population qui a vu de l'ECMO VA chirurgicale et une ECMO percutanée, vous voyez qu'il n'y avait pas plus de complications vasculaires avec cette approche percutanée. Néanmoins, il faut savoir que lors de la décanulation, vous avez un risque qui est supérieur, quand vous faites de la percutanée, un risque supérieur d'avoir besoin de réaborder l'artère, donc d'aborder l'artère chirurgicale. Ça apparaissait dans 9% des cas, il y avait besoin d'une révision chirurgicale sur cette artère, parce que ça continuait de saigner après la décanulation. Mais quand on regarde les complications locales infectieuses, vous voyez que l'approche percutanée est clairement une approche protectrice, avec beaucoup moins d'infections. Quand vous avez une approche percutanée, ça paraît logique, hein, vous n'avez pas une grande balafre sur le scarpa, et donc il y a un risque infectieux qui est moindre. Donc on fait du percutané désormais, et on peut faire du percutané vigile. Hein. Le malade, il ne faut pas obligatoirement qu'il soit intubé, c'est même parfois risqué d'intuber un choc cardiogénique, en particulier quand vous avez une dysfonction VD majeure, quand vous avez votre malade qui est en grand bas débit cardiaque. L'intuber, ça peut être le précipiter vers le décès. Donc on fait du percutané, on fait ça sous anesthésie locale, chez des malades complètement réveillés. Alors 30 minutes après la pause de l'ECMO, vous avez une situation classique qui intervient, c'est-à-dire que vous avez une variation de votre débit d'ECMO qui est totalement instable, avec une danse des canules, les canules qui oscillent comme ça et qui s'accompagnent de grandes variations de débit. Tout ça s'accompagne évidemment d'une chute de la pression artérielle, puisque à ce moment-là, vous n'avez plus de support hémodynamique par votre ECMO véno-artérielle. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quels sont les pièges? Qu'est-ce que vous suggérez de faire? On remplit. Oui, effectivement, c'est ce qu'on va probablement faire. Alors, c'est une question qu'on repose à chaque fois, mais finalement parce que c'est de la situation fréquente. Et c'est juste pour vous, pour aussi souligner que le piège classique donc, de cette situation-là, donc quand vous avez des canules qui oscillent et une variation de débit, c'est que vous avez un drainage qui est inadéquat, qui n'est pas optimal. Et le piège, tout le temps, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de plicature sur le circuit. Ça paraît tout bête, mais on s'est tous fait avoir avec un remplissage de 2-3 litres à un malade pour, in fine, au bout d'un moment, s'apercevoir qu'il y avait une petite plicature en sortie de membrane, et c'est ça qui expliquait les variations de débit. Donc, je vérifie très rapidement que mon circuit n'est pas plicaturé à un endroit, et effectivement, la situation la plus fréquente, c'est une situation d'hypovolémie. Et donc, pour avoir du débit, il faut évidemment qu'il y ait un remplissage dans ce cas-là, et donc on va remplir notre patient. Mais il faut se méfier, quand c'est juste après la cannulation, que ce n'est pas parce que la canule de drainage est mal positionnée. Et vous voyez des radios un peu historiques du service, où vous avez une canule de drainage fémoral qui va finalement couder et repartir dans l'autre fémoral de l'autre côté. Donc là, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver à avoir 3 litres d'ECMO et vous allez avoir un débit qui va être totalement instable. Ici, une autre cannulation, où vous avez une cannulation sous-hépatique dans une veine sous-hépatique. Donc là, pareil, ça va être totalement illusoire de penser qu'on va avoir un débit à 4-5 litres par minute. Et donc vous allez avoir des grosses variations de débit. Donc il faut vérifier quand même que votre canule soit bien placée. Et pour ça, c'est très simple. C'est une sous-costale avec une échographie. Vous vérifiez que votre canule d'admission est bien dans la veine cave. Déjà, est-ce qu'elle est bien là? Est-ce que vous la voyez? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle est bien enfoncée, au moins jusqu'à l'abouchement de l'oreille droite, voire l'oreille droite. Si elle est dans l'oreille droite, c'est pas grave du tout, c'est même mieux. Donc effectivement, si votre canule est bien placée et qu'elle n'est pas trop basse, on va remplir le malade dans ce contexte de probable hypovolémie. Attention, cette situation-là, dans notre cas, elle intervient 30 minutes après la cannulation. Donc il faut quand même se méfier. On a quand même mis un guide dans le cœur pour monter la canule. Donc quand même vérifier que le malade n'est pas en train de faire une tamponnade. D'accord, c'est la première chose.
puisque vous avez fait, ça intervient juste après la pose, donc en posant le guide, en montant le guide dans l'oreillette droite de la canule de drainage, il peut très bien y avoir une perforation de l'oreillette et générer une tamponnade. De même, si cette situation intervient après en post-cardiotomie, après une chirurgie cardiaque, évidemment, l'écho-cœur est indispensable pour vérifier que le malade n'est pas en train de tamponner, qu'il n'y a pas un saignement local. Donc ça, c'est d'autres causes qui peuvent vous donner cette situation-là, avec une baisse, une chute de débit et une danse des canules. C'est la tamponnade soit gazeuse, comme ce cas-là chez un malade, soit chez un autre patient qui avait, vous voyez, juste en post-canulation, un tout petit épanchement péricardique qui n'était pas présent initialement, et ça, c'est 10 minutes plus tard. Vous avez l'épanchement qui grossit. Là, il ne faut pas traîner, hein. Ça va direct au bloc pour un drainage, puisque vous savez que ça va tamponner rapidement, puisque votre malade est anticoagulé, parce qu'il y a une brèche qui va faire que ça va tamponner. Alors, on revient sur notre malade. Il a toujours 56 ans, ça il n'a pas changé. Il a une ECMO véno-artérielle fémoro-fémorale percutanée. Vous avez un débit à 4,7 litres par minute, donc un bon débit. Une balayage de membrane à 3 litres minute, FMO 200%. Et là, on est 12 heures après. Alors, vous avez une pression artérielle moyenne qui est à 86, ça c'est satisfaisant. Une pression systolique, diastolique qui sont quasiment identiques, donc ça veut dire qu'il y a très très peu d'éjections systoliques. Votre malade est quasiment laminaire. Saturation 95%, vous avez sevré les catécholamines. Et le lactate est plutôt à la baisse, à 3, et il est ventilé de façon classique, adapté à sa taille. Voilà, vous faites l'échographie, et puis vous êtes quand même interpellé par cet écho qui fait un peu peur. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Donc si je décris l'échographie, donc on a une 4 cavités, une parasternale grand axe. Vous voyez qu'il y a du volupte dans la chambre de chasse de l'aorte. Vous voyez que la valve aortique ne s'ouvre pas, ce qui va bien avec notre pression artérielle, hein, qui montre que la diastolique est égale à la systolique quasiment. Donc on n'a pas d'éjection systolique, donc on n'a pas d'ouverture de la valve aortique, et on a une espèce de magma, là, de volupte dans la chambre de chasse de l'aorte, même dans tout le VG, avec finalement un état pré-thrombotique. Ce n'est pas encore du thrombus, mais si on laisse les choses en l'état, c'est sûr que ça va se thromboser massivement. Et quand vous thrombosez le VG de façon massive, ou pire, les veines pulmonaires, l'histoire est terminée. D'accord, thrombose des veines pulmonaires égale je ne peux plus rien proposer à mon malade. Donc l'histoire s'arrête à ce moment-là. Donc là, il faut faire quelque chose, et c'est à vous de faire quelque chose. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Alors j'ai entendu baisser le débit, j'ai entendu une décharge gauche immédiatement. D'accord. Effectivement, c'est deux options faisables. J'opterais plutôt pour la première option, au d'abord. Juste pour vous illustrer, c'est que finalement, il faut bien se rappeler que l'ECMO véno-artérielle, c'est quelque chose de très puissant. Hein, c'est une machine avec un excellent support cardiaque, mais c'est totalement non physiologique. D'accord ? On va augmenter la post-charge d'un VG qui est déjà à plat. Donc le VG, il a déjà beaucoup de mal à pomper, et là, on va lui augmenter sa post-charge. Et là, on lui augmente sa post-charge, puisqu'on a une post-charge qui est à 4,7 litres par minute. Donc le VG qui est déjà à 10%, il doit pousser encore plus fort pour franchir cette post-charge, puisque la circulation se fait à contre-courant. D'accord ? Donc l'ECMO véno-artérielle n'est pas quelque chose de physiologique. Et plus le débit est important, ce n'est pas toujours mieux pour le malade, puisque vous augmentez la post-charge gauche, parce que vous augmentez la pression télédiastolique du ventricule gauche, et donc il y a un risque d'œdème pulmonaire majeur par cette stase sanguine, et puis vous avez un risque d'hémolyse. Ça, c'est comme dans tous les circuits extracorporels, plus le débit est important, plus j'ai de risque d'hémolyse. Et donc ça, c'est juste pour vous illustrer mon propos. Vous avez le même malade. J'ai juste baissé mon débit, donc j'ai baissé ma post-charge. Vous voyez que sa fonction VG est toujours catastrophique. Mais par contre, de nouveau, j'ai une ouverture de la valve aortique et j'ai plus cet aspect pré-thrombotique avec les voluptes. Okay ? Donc là, c'est juste en baissant ma post-charge, puisque là, il y avait un débit à 4,5 qui est un gros débit en VA, et probablement que le malade n'avait pas besoin d'un tel débit, d'un tel support. Juste avec un débit à 2,5 litres par minute, si votre pression artérielle est totalement stable, vous voyez qu'on n'a plus cet état pré-thrombotique. Ça ne veut pas dire que le malade est guéri. Ça veut dire déjà qu'on évite une des complications potentielles de la VA.
Et alors, à J1, il arrive ce qu'on attendait. Donc le malade est à ce moment-là en OAP, plus que sur la radio de départ, hein, puisque une fois qu'on l'avait ventilé, les choses s'étaient améliorées rapidement. Et donc on est confronté à une situation fréquente avec l'ECMO veineux artériel, c'est l'OAP sous ECMO, puisque vous avez une augmentation de la poche-charge VG, une augmentation des pressions télédiastoliques du VG, et donc une stase sanguine, et donc un œdème pulmonaire. Donc quels sont les moyens simples pour essayer de prévenir l'OAP sous ECMO? Vous comprenez que ça va nous complexifier quand même notre situation. On ne va pas pouvoir extuber le malade, on ne va pas pouvoir voir si on n'a pas de dommages neurologiques, on ne va pas pouvoir discuter du projet éventuel avec ce malade, transplante, récupération ou projet d'assistance longue durée. Donc ça nous complexifie notre affaire. Et donc quels sont les moyens simples pour prévenir l'OAP sous ECMO? Simple. Diurétique, bon, oui, mais ils sont pas toujours, finalement, ils répondent pas toujours aux diurétiques, puisque finalement, là, on ne va pas soigner la cause. Le diurétique, ça va effectivement éclairer peut-être un peu, nettoyer un peu le poumon, mais la cause est toujours là, donc on va toujours augmenter l'œdème pulmonaire, enfin l'œdème pulmonaire va rester présent. Est-ce que vous avez une autre idée? D'autres idées, parce qu'il y a plusieurs choses. Alors, les moyens simples, c'est déjà avoir le débit d'ECMO minimal pour avoir une baisse du lactate et une stabilité hémodynamique. Mettre 5 litres par minute de débit d'ECMO VA à tous vos malades, effectivement, vous allez être très content, la courbe de pression artérielle va être nickel, ça va être bien, il n'y a aucune alarme qui va sonner, mais par contre, c'est clairement, vous allez avoir un OAP dans les heures qui viennent. Donc il faut déjà le débit d'ECMO minimal adapté à votre patient. Certains patients auront besoin de 4, mais d'autres auront besoin que de 2 litres par minute. Et c'est pas bon, enfin c'est pas bien pour le malade de lui mettre 4 s'il a besoin que de 2. Deuxième chose, c'est toujours essayer d'avoir l'objectif de maintenir une pulsatilité et d'avoir une ouverture de la valve aortique. Et pour ça, le plus simple, c'est de rajouter des inotropes, de maintenir des inotropes et de garder des inotropes, sauf évidemment si vous avez des troubles du rythme ventriculaire, si vous avez un malade qui est déjà à 150 par minute. Mais généralement, on va garder des inotropes, 5-10 gamma de d'obus, pour essayer de maintenir une pulsatilité, l'ouverture de la valve aortique, et donc éviter ce risque. Troisième moyen assez simple, c'est ajouter un ballon de contre-pulsion. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait un effet potentiel sur l'effet en fait, de gonflement, dégonflement du ballon, donc le gonflement du ballon en diastole, le fait que ça se dégonfle, il y a un effet un peu de succion finalement, qui améliore, qui diminue la poche-charge VG. Et donc dans une étude physiologique qui a été faite avec ballon on ou ballon off sous VA, vous voyez que quand vous coupez le ballon, vous avez une augmentation de la papo. Et donc, clairement, le ballon va baisser la pression télédiastolique du VG et donc avoir un effet, ce n'est pas non plus 100% des malades, hein, ce n'est pas tous les malades qui ont un ballon qui ne feront pas d'OAP sous ECMO, mais il y a un effet un peu prophylactique sur la survenue d'un œdème pulmonaire. Et donc, dans une étude plus clinique, cette fois-ci, mon collègue Nicolas Bréchot avait montré que quand vous regardez les facteurs associés à l'œdème pulmonaire sous ECMO, vous voyez que c'est évidemment les malades qui vont avoir très peu d'éjections, donc on est dans le cas de notre patient, des malades qui ont déjà des pressions télédiastoliques du VG qui sont importantes, type la cardiomyopathie dilatée, ou alors des malades qui éjectent peu, donc ceux qui ont une ITV inférieure à 5, et vous voyez que dans les effets protecteurs, c'est les malades qui avaient eu l'utilisation de ballons concomitants, c'était associé à moins d'œdème pulmonaire sous ECMO. Donc ça, c'est les stratégies simples, c'est-à-dire les stratégies que vous devez faire quand vous prenez en charge un malade sous VA. C'est baisser le débit de l'ECMO, avoir le débit minimal, et pas laisser un malade à 5 litres par minute pendant plusieurs jours, parce que c'est sûr que vous allez le payer à la fin. Maintenir des inotropes, 5, 10 gamma d'obus, 15 gamma d'obus, mais en tout cas avoir cet objectif de maintenir une pulsatilité et un maintien de l'ouverture de la valve aortique. Si la valve aortique ne s'ouvre pas, c'est problématique. Vous allez avoir de la stase, ça va se compliquer. Et le ballon, c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut faire. Bien sûr, il n'y a pas d'essai randomisé sur le sujet, c'est que des études assez physiologiques, et il y aurait peut-être un effet prophylactique de l'utilisation concomitante du ballon. Alors, si on va dans le plus complexe... Juste, moi, j'avais
Une question que je me pose toujours, la position de la canule de réinjection, est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer? C'est-à-dire, on se dit plus on va être proche, une canule qui serait trop loin, est-ce que c'est susceptible de favoriser l'œdème ou Non, je pas ne dans pense pas. ton... La D'accord. position de la canule sur une conformation fémoro-fémorale, elle est standard. Il y en a qui disent que quand on fait une configuration fémoro-axillaire, qui est une configuration qu'on peut faire, mais ce qui implique d'être une configuration chirurgicale, puisque vous allez aborder au niveau sous-clavier, donc c'est beaucoup plus compliqué et moins adapté à l'urgence. Il y en a qui disent que quand on va réinjecter dans le sens du flux, on a moins de risque d'œdème pulmonaire. Mais il n'y a pas de papier clairement qui démontre ça. C'est plutôt un rationnel physiologique pour dire ça. Alors, si vous êtes en œdème pulmonaire sous ECMO, malgré l'utilisation, enfin que les choses ne s'améliorent pas finalement, malgré vos diurétiques et votre prise en charge classique de l'OAP, il y a des choses plus complexes qu'on va juste énumérer. On ne va pas détailler ça, puisque ça va concerner des centres qui ont vraiment l'habitude, et là, c'est plutôt de la chirurgie cardiaque. Donc les autres possibilités, c'est de rajouter une impella. Donc une impella, c'est une petite pompe que vous mettez en percutané à travers la valve aortique, et donc qui va vous permettre d'être dans le sens du flux. Donc je pompe vers mon VG, je réinjecte vers mon aorte, donc je suis dans le sens physiologique. Et donc on ajoute une impella avec l'ECMO. Il n'y a plus de ballon dans ce cas-là. Une autre possibilité, c'est la septostomie atriale, c'est-à-dire d'aller faire un trou avec un ballon c'est fait en coronarographie. Donc on va faire un petit trou entre les deux oreillettes pour décharger la partie gauche et donc avoir un flux de la gauche vers la droite. Et après, il y a un petit trou qu'il faudra boucher. Alors ça, on le fait de plus en plus dans notre service, en particulier chez les malades où on sait qu'on ne va pas vers la récupération. Donc on sait qu'on ne va pas devoir aller fermer le trou. C'est les malades chez qui le projet, c'est d'aller les transplanter, par exemple. Et donc, on n'aura pas besoin de fermer le trou après, puisque le cœur, il va partir au baquet. Et la dernière possibilité, c'est de mettre une canule apicale gauche qu'on va mettre de drainage. Donc, on va brancher en Y sur la canule veineuse. Bon, ça marche plus ou moins, mais ça reste une des techniques potentielles de décharge. Donc, la réponse de je ne sais plus qui, de décharger le VG, effectivement, c'est une possibilité. Alors, on a une question dans la salle. Ça va venir, ça va venir. Oh, si. Allez-y fort, allez-y fort. Oui, très bien. Oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un rationnel physiologique pour la véno-axillaire parce qu'on va réinjecter dans le sens du flux. Le problème de la véno-axillaire, c'est l'abord chirurgical. C'est que c'est quelque chose de chirurgical qui doit être fait au bloc, qui n'est pas adapté, enfin, qui est moins adapté à l'urgence extrême, qui est moins adapté à l'équipe mobile, puisque l'équipe mobile, c'est quand même, on va dans n'importe quel centre et c'est parfois compliqué d'avoir toute la structure autour. C'est rajouter une deuxième cannulation dans ce cas-là, et ça peut être compliqué, mais ça peut être une option, effectivement, c'est ce que font certains centres pour réinjecter dans le sens du flux. Voilà, c'est une possibilité, mais c'est un nouveau risque supplémentaire chez des malades qui ont souvent des troubles de la coagulation. Enfin, il y a un risque toujours supplémentaire de saignement, de complications, et c'est ce qui est fait de temps en temps, effectivement. Alors, versus drainage, ouais. C'est une possibilité. C'est une possibilité. De ma connaissance, il n'y a pas d'études qui montraient clairement ça. Entre une septostomie atriale, qui est quand même très simple, enfin, techniquement, c'est pas très compliqué. C'est aller mettre un ballon en interventionnel et d'ouvrir l'espace entre les deux aortes, deux oreillettes, versus recanuler en axillaire. La cannulation axillaire, il y a quand même des complications hémorragiques importantes. Il faut aller aborder l'artère, il faut parfois mettre un tube endacron pour raccorder les deux. C'est compliqué. La décharge apicale, clairement, nous, c'est une option qu'on ne fait plus. On a eu plusieurs échecs de cette technique. Il y a des compétitions de flux qui font que c'est complexe. Donc nous, on serait plutôt sur impella et ECMO ou
septostomie atriale, en se disant qu'on réservera la septostomie atriale chez les patients où on sait qu'on ne va pas aller vers la récupération. On va aller vers le bridge, vers quelque chose d'autre. Donc on est sûr qu'on n'aura pas l'étape d'aller fermer le trou. Alors, on est à J5, votre malade, il ne saigne pas, donc c'est plutôt pas mal ça. Mais par contre, tout d'un coup, il est oligurique et vous avez cet aspect. Et donc, quel est votre management? 12. Allez, donc là, on est face finalement à une hémolyse. On avait tourné avec des gros débits, donc on avait un risque d'hémolyse. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc l'hémolyse, c'est assez simple. C'est un diagnostic clinique et un diagnostic biologique. Le diagnostic clinique, c'est regarder l'aspect des urines. Est-ce que vous avez des urines plutôt porto? Si votre malade est anurique, vous regardez l'effluent de la dialyse. Et si vous avez une couleur très rosée comme ça, et ben vous avez donc une hémolyse probable. Et surtout, vous allez monitorer avec l'hémoglobine plasmatique, qui est très sensible. Et vous allez faire un monitorage de l'hémoglobine plasmatique tous les jours. Et clairement, le facteur principal de l'hémolyse, c'est le débit. Plus vous tournez à un haut débit, plus vous avez un risque d'hémolyse. Plus vos canules de drainage sont petites, plus vous avez un risque d'hémolyse. Donc tout ça, c'est de la mécanique. Et donc, il faudra, dans ce cas-là, si vous avez une hémolyse massive, il ne faut pas attendre. Il faut changer le circuit. Il n'y a pas à chercher d'autres solutions. Il faut changer le circuit. Quand vous avez une hémolyse qui est très modérée, c'est-à-dire juste une augmentation de l'hémoglobine plasmatique au-dessus de la valeur seuil, qui est 60, mais quand vous avez 200, 300, 400, parfois il faut juste baisser un peu le débit, recontrôler, et souvent ça rentre dans l'ordre. Mais quand vous avez l'urine massive avec les urines porto, le malade qui devient oligurique, il faut changer le circuit rapidement. Alors l'ECMO véno-artériel, c'est un pont, on a dit un pont vers la récupération, un pont vers la transplantation, vers une assistance de longue durée, mais finalement c'est plutôt un pont qui ressemble à ça, puisque le parcours va quand même être semé d'embûches, puisqu'on va perdre quand même un malade sur deux en chemin. Et donc il y a toute une checklist quotidienne. Il y a une checklist qui doit être faite de façon quotidienne par l'équipe infirmière, par l'équipe médicale, pour essayer d'éviter ces complications. Alors je vous les énumère un petit peu. Il faut vérifier que l'ECMO est bien dans l'acte, qu'il n'y a pas de coup dur de circuit, qu'il n'y a pas de risque d'arrachage lors d'un nurse. On va donc sécuriser nos lignes d'ECMO. Donc il y a des systèmes qui existent, soit vous faites un point, ça c'est les méthodes un peu anciennes, mais sinon vous avez des autocollants comme ça qui marchent très très bien et qui sécurisent l'ECMO pour ne pas arriver dans cette situation-là, qui reste assez traumatisante pour les équipes. Le malade qui se décanule, c'est 5 litres par minute qui part dans la pièce avec la canule qui danse. Donc c'est un modèle de choc hémorragique. Et les choses vont très vite. Les autres choses dans votre checklist quotidienne, c'est de vérifier l'aspect des canules. Les canules, c'est quand même des gros cathéters qu'on va laisser souvent longtemps près de la zone péritonéale. Donc il faut regarder l'aspect des canules, vérifier qu'il n'y a pas une infection locale, il n'y a pas de cellulite. Et puis, on va, si on a un doute, aller prélever ces canules. Alors, il n'y a pas de technique de référence pour le prélèvement des canules. On utilise le petit cathlon plastique des aiguilles d'injection qu'on va glisser le long de la canule. Donc, on va insérer le long de la canule, on va la glisser dessous, sous la peau, pour essayer d'avoir un prélèvement un petit peu profond et récolter un millilitre de liquide qu'on va envoyer en bactériologie. Voilà, l'idée, c'est pas de faire d'écouvillon, parce qu'elle va être positive et on va rien pouvoir en faire. Les autres marqueurs d'infection, c'est compliqué de les suivre, puisque les globules blancs sont souvent augmentés par la machine extracorporelle. La fièvre, les malades n'ont quasiment jamais de fièvre, puisque vous avez 4 litres par minute qui tournent à l'air de la pièce. Et donc, c'est compliqué de diagnostiquer l'infection. Les autres choses, c'est l'ischémie de jambe, en particulier en véno-artérielle. C'est quelque chose qui doit être monitoré pluriquotidiennement, avec surtout vérifier que la canule de reperfusion n'est pas bouchée. Vous voyez un cas de canule de reperfusion qui s'est bouchée, auquel cas il faut rapidement la déboucher pour éviter ces situations dramatiques où on sera obligé de changer le site et parfois de passer en axillaire si on a un malade qui a une AOMI ou déjà une ischémie avec un réseau vasculaire médiocre. On va vérifier nos pressions, et nos pressions, c'est la pression artérielle, la pression de la ligne artérielle, la pression de la ligne veineuse, la pression delta membranaire de la membrane. Donc vous avez tous des moniteurs maintenant qui vous permettent d'avoir ces pressions en direct. Il n'y a pas vraiment de cut-off de chiffres, c'est plutôt la tendance des choses.
qui peuvent vous indiquer qu'il y a un problème. L'échographie fait partie intégrante de votre examen clinique quotidien. Et donc l'écho est fondamental pour vérifier déjà au moment de la cannulation que les choses sont bien mises au bon endroit, et puis voir si le malade s'améliore et voir s'il n'y a pas de complications, en particulier les complications péricardiques. Et donc dans cette checklist de tous les jours, on va vérifier certains points qui peuvent vous inciter à changer le circuit d'ECMO, comme la thrombopénie sévère si vous n'avez pas d'autres explications, l'hémolyse massive, et donc on va faire une hémoglobine plasmatique, ça fait partie de notre bilan de tous les jours. La défibrination, il y a une consommation du fibrinogène sous ECMO, et donc il faut vérifier le fibrinogène, et le fibrinogène aura toujours tendance à baisser sous ECMO-PA, et quand celui-ci est bas, il faudra changer. Et puis après, vous avez les problèmes mécaniques qui peuvent inciter à changer le circuit, mais c'est relativement exceptionnel. Dans la prise en charge quotidienne, c'est toujours la question à se poser, c'est est-ce que je peux extuber mon malade ? On a bien montré que c'était totalement faisable d'extuber un malade en VA. Ça facilite grandement les choses, ça facilite le diagnostic des complications, en particulier les complications neurologiques, qui sont difficiles à diagnostiquer chez un malade qui est complètement sédaté pendant des semaines. C'est compliqué. Et puis surtout, ça permet de discuter avec le malade de quel va être le projet thérapeutique, est-ce qu'il adhère, voir un peu où on va. Donc on va essayer d'extuber notre malade tous les jours. La part de l'anticoagulation sous VA, c'est une part importante, et on sait que les complications hémorragiques et thrombotiques interviennent chez environ 30 à 40% des malades, même si notre régime d'anticoagulation a largement baissé depuis plusieurs années. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait qu'on utilise des anticoagulants, évidemment, le fait que ça s'adresse quand même l'ECMO aux malades les plus sévères de vos unités, le fait qu'il y a une défaillance souvent au départ qui est multiviscérale avec parfois chez certains malades une CIVD. Et puis bizarrement, il y a des malades qui vont être plutôt pro-thrombotiques et d'autres plutôt pro-hémorragiques. Et donc pour ça, il faut essayer de minimiser ces complications. Et donc l'anticoagulation est quelque chose qui doit être fait. On utilise des circuits héparinés, pré-héparinés. Il y a un bolus à la cannulation de 5000 unités d'héparine qui est fait pour éviter la thrombose précoce. Et puis derrière, on va cibler une anticoagulation avec 1,5 à 2 fois le TCA, grosso modo, et un antidissa entre 0,3 et 0,7. L'antithrombine 3, on ne la fait pas systématiquement, on la fait uniquement quand on a des grosses doses d'héparine et qu'on n'arrive pas à anticoaguler notre malade. On va surveiller les plaquettes, le fibrinogène, parce qu'on sait qu'il y a une consommation par le circuit lui-même. Et voilà notre surveillance de l'aspect hémostase sous ECMO. On surveille ça de façon quotidienne. Donc on arrive à J4, votre malade, il est réveillé conscient, il répond aux ordres simples, vous avez néanmoins pas réussi à l'extuber, et donc on va se poser la question du sevrage de l'ECMO véno-artériel. Je vois que le temps défile, donc je vais avancer rapidement. Alors, pour le sevrage de l'ECMO véno-artériel, c'est un peu plus technique que pour la VV. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai une étiologie qui est compatible avec un sevrage ? D'accord ? Et on sait que si le malade a déjà une cardiopathie terminale, si vous lui avez mis une ECMO, c'est pour l'emmener vers la transplantation. Donc on ne va pas essayer de le sevrer. Et on sait qu'en fonction de l'étiologie, vous avez soit des malades qui vont directement aller vers la transplantation, soit des malades qui ont de grandes chances de récupérer, et en particulier si la myocardite, le Takotsubo, la dysfonction cardiaque durant le choc septique. Ça, c'est des choses qui ont un très bon pronostic. Les intox, on sait que ça récupère, et donc voilà, on est dans un cas où ça va récupérer. Est-ce que votre malade a une stabilité hémodynamique, même sous ECMO ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas des grosses doses d'inotropes, grosses doses de vasopresseurs ? Est-ce que vous avez une pression artérielle supérieure à 60 ? Ce qui était le cas. Troisième point qu'il faut se poser avant même de démarrer le test de l'ECMO-VA, c'est est-ce que la fonction pulmonaire va permettre d'être juste ventilée ? Ou si le malade est en air ambiant, est-ce que le malade va passer juste avec de l'oxygène ? En particulier quand vous avez une atteinte combinée pulmonaire et cardiaque. Donc dans ces cas-là, il faut baisser la FMO2 sur l'ECMO. La baissez pas à 21% parce que ça fait quand même un shunt. Vous avez un shunt de 3 à 4 litres et donc c'est clair que le malade va avoir un peu de mal. Mais par contre, vous pouvez la baisser à 30-40% pour voir si le malade va tolérer, si on retire l'ECMO, est-ce qu'il va tolérer l'absence de support respiratoire. Et puis derrière, on va enchaîner, si tous ces points sont obtenus, on va démarrer le sevrage de l'ECMO, le processus de sevrage. Et donc là, c'est assez simple, on va baisser notre débit d'ECMO, on va se mettre à 1 litre, voire moins, et on va faire une échographie pendant ce temps-là. On va vérifier que l'hémodynamique
ne se casse pas la figure quand on baisse les débits d'ECMO, donc est-ce que ma pression artérielle se maintient, et puis je vais faire une échographie encore une fois. Et donc les critères de sevrage qui avaient été retenus à l'époque sont toujours ceux qu'on utilise. C'est grosso modo une FEVG à plus de 20%. On ne va pas attendre que la FEVG soit totalement normalisée. Ce qu'on veut, c'est que le débit cardiaque soit normalisé, pas la fonction VG. Que l'ITV est à plus de 12. Et on utilise du Doppler tissulaire avec l'ondes à plus de 6 à l'anneau. Donc ça, c'est voilà comment on fait l'épreuve de sevrage. On va mettre à 1 litre. Et puis si votre malade est sevrable et si vous avez une cannulation percutanée, ça va être assez simple d'y arriver. Alors, si vous êtes en échec de sevrage, parfois on peut utiliser d'autres traitements pour essayer d'optimiser le sevrage chez votre malade qui est déjà sous inotrope. Et ça, c'est des choses un peu qui sont en cours de maturation. Hein. C'est vraiment pas du 100% et c'est même pas sûr que ça marche. C'est l'utilisation parfois de lévosimodan dans cette indication. Il y a quelques études rétrospectives, mais on n'a pas pour l'instant d'essais prospectifs qui vous permettent d'affirmer que le lévosimodan permet de sevrer plus facilement l'ECMO VA. C'est des choses qu'on doit démontrer. Alors voilà, on n'a finalement pas réussi à le sevrer, ce malade, et donc la question va être est-ce que je l'emmène vers une transplantation? Est-ce que je l'emmène vers une assistance de longue durée? Vous savez que maintenant, le régime, l'allocation de points pour être sur une liste de transplantation cardiaque a un peu changé. Au bout de 15 jours d'ECMO VA, le malade ne peut plus être transplanté. C'est les nouvelles règles. Et donc, ce qui est problématique quand on est face à une myocardite, face à un infarctus, où il y a toujours un potentiel de récupération, et donc se décider de façon trop hâtive en disant ce malade ne va pas récupérer parce que l'horloge tourne et on veut le mettre sur liste, parfois on a tendance à faire des bêtises et ce système finalement incite à prendre une décision rapidement, ce qui n'est pas toujours adapté chez des malades qui ont une récupération tardive. Donc chez certains malades, on va se poser la question de l'assistance longue durée. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est la principale, et c'est souvent une question qu'il faut un peu anticiper, puisque c'est difficile d'évaluer la fonction VD une fois que vous êtes sous ECMO, parce que vous avez un support droit. Donc c'est difficile de savoir quelle est la vraie fonction VD de votre malade. Et donc c'est est-ce qu'il y a une dysfonction monoventriculaire ou est-ce qu'il y a une dysfonction biventriculaire. Et puis après, c'est une discussion avec les chirurgiens en fonction de ce qui est possible. Évidemment, le monoventriculaire, c'est plus simple. Et donc vous avez différentes machines qu'on ne va pas détailler. Et si vous avez du biventriculaire, là, on rentre dans la grande chirurgie lourde et compliquée, plus compliquée, avec le Syncardia ou le Bivad et le Carmat qui va revenir sur le marché. Donc après le sevrage de l'ECMO, est-ce qu'on doit faire une surveillance particulière? Eh bien oui, 30 à 40% de vos malades vont avoir un thrombus résiduel dans la veine cave. C'est juste voilà un exemple. Donc on doit faire une échographie sous-costale. C'est toujours très gênant de perdre un malade au premier lever sur une embolie pulmonaire alors qu'on s'est battu pendant 15 jours pour faire récupérer son cœur et que les choses se sont améliorées. On a eu plusieurs fois cette expérience-là, donc c'est vraiment systématique. Vérifier qu'il n'y a pas de thrombose cave, c'est 30 à 40% des malades. Et auquel cas, on va poursuivre l'anticoagulation pendant 1 mois. Mais ça va être guidé par l'échographie. Le 1 mois n'est pas formel, c'est juste ce qu'on fait dans le service, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire exactement pareil. Les autres choses, c'est les complications locales de l'ECMO. Donc là, c'est un exemple d'un faux anévrisme. Donc on va devoir faire une échographie en post-explantation, vérifier localement avec un petit coup d'écho, ça va aller très vite, vérifier qu'il n'y a pas de complications vasculaires. Voilà, j'en ai presque fini. Je peux vous parler d'une situation spécifique à l'ECMO VA si j'ai un peu le temps. 5 minutes. 5 minutes. Ou alors, si vous avez des questions, on fait les questions. Bon, alors, je vous parle rapidement du syndrome d'Arlequin. C'est quelque chose que vous allez entendre parler quand vous faites de l'ECMO VA. Le syndrome d'Arlequin, c'est finalement la démonstration que l'ECMO n'est pas physiologique. Le syndrome d'Arlequin, c'est le fait d'avoir une désoxygénation de la partie supérieure du corps et une hyperoxygénation, une oxygénation normale de la partie basse. Le syndrome d'Arlequin, on parle de ça quand on a une atteinte cardiaque et pulmonaire. Et ça ne peut se concevoir que quand vous avez une récupération de l'activité cardiaque. Donc je m'explique. J'ai un malade qui a eu une cardiomyopathie septique sur une pneumonie à pneumocoque. Il a une ECMO VA, parce que le cœur ne marchait absolument pas. Et il a cette radio pulmonaire. Au tout début de mon histoire, je lui mets mon ECMO VA, et mon ECMO VA va réinjecter à contre-courant
dans l'aorte, et mon VG ne poussant pas, mon VG n'ayant pas d'éjection, la perfusion va être correcte dans l'ensemble de la partie supérieure du corps. Le cœur récupérant plus vite que le poumon, ça c'est toujours le cas, eh ben, je vais me retrouver à un moment dans cette situation-là. C'est-à-dire que mon cœur va se remettre à pomper, mais il va pomper quoi? Du sang qui vient de mes poumons, qui ne sont absolument pas capables d'assurer les échanges gazeux. Donc finalement, il va éjecter du sang pauvre en oxygène, riche en gaz carbonique, et donc on va avoir finalement ce qu'on appelle cette zone de jonction entre la compétition du flux natif du cœur et le flux rétrograde de l'AVA, qui va se retrouver beaucoup plus bas. Et donc en fonction de mon débit d'ECMO, eh ben, je vais avoir, plus j'ai un débit d'ECMO important, plus je vais avoir ma zone de jonction qui va être loin, moins mon débit est important, si le débit est moins important, la zone de jonction va être plus basse. Si la zone de jonction est plus basse, il y a toute la partie supérieure qui va recevoir du sang désoxygéné. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut se dire qu'on va sevrer, on ne va pas augmenter le débit d'ECMO, parce que là ça paraît, c'est pas logique, on a un cœur qui est en train de récupérer, on va lui augmenter sa post-charge VG. Donc on va passer sur une stratégie VAV, veineuse, artério-veineuse. On va mettre en Y une canule jugulaire, qu'on va mettre en Y sur la canule de réinjection artérielle. Donc ma réinjection se fera au niveau artériel, donc avec un support cardiaque, ou au niveau jugulaire interne, donc avec un support ventilatoire. Et avec un clan, je vais pouvoir, si je clampe plus de ce côté, ça va augmenter le débit de ce côté. Inversement, je peux faire l'inverse. Enfin, si je augmente le clan de ce côté-là, je vais avoir plus de débit vers ma canule jugulaire et donc plus de support respiratoire. Et donc dans ce cas-là, on fait ça quand le cœur est en train de récupérer, mais qu'il n'a pas totalement récupéré pour être sevré. Le cœur récupérant toujours plus vite que le poumon, et ben, une fois que vous allez clamper ce côté-là, vous avez donc plus de support cardiaque. Donc vous retirez cette canule et vous êtes en conformation véno-veineuse, d'accord, pour assurer encore le support respiratoire. Voilà, donc en conclusion, l'ECMO-VA, c'est actuellement la technique la plus simple, fémoro-fémorale, c'est la technique la plus simple au lit du malade pour restaurer rapidement un débit cardiaque. Votre rôle en tant que réanimateur, c'est de trouver cette bonne fenêtre pour y aller, pas trop tôt, parce qu'il y a quand même un risque, il y a beaucoup de risques chez ces malades, inhérents à la technique, pas trop tard, parce que rapidement on est dans un cercle vicieux avec une déférence multiviscérale et un malade qui est dépassé. Et donc là, c'est le rôle probablement du coup de fil un ami. Le rôle des équipes mobiles, ça a permis quand même d'amener la technique à l'ensemble des services de réanimation en France. Le pronostic, il reste quand même assez mauvais, avec environ 50% à 60% de mortalité en fonction des indications. Le pronostic, il va bien sûr dépendre de la cause. Si vous avez une myocardite, le pronostic il est bien meilleur que sur un infarctus. Voilà, donc en fonction du diagnostic, le pronostic va changer. Et puis bien sûr, ce qu'on a besoin, c'est de la recherche là-dessus. On a besoin d'un essai randomisé. Et c'est des choses qui sont en cours pour déterminer quel est le meilleur timing. Est-ce qu'il y a un intérêt peut-être à une implantation un peu plus précoce. Tout ça, c'est des choses qui sont en cours de réalisation. Je vous remercie, je suis disponible pour les questions.